face aux défis liés à la maîtrise de la langue, aux spécificités des discours des différentes disciplines, en mathématiques, en sport, en cours de logistique au lycée professionnel, en musique, en arts plastiques, à la variété des langages, à la diversité des publics, plus ou moins éloignés de la langue de scolarisation, par exemple les élèves allophones nouvellement arrivés, il est possible de répondre à cette complexité, au sens d'Edgar Morin, en tissant ces exigences et réalités diverses ensemble, sans forcément démultiplier les dispositifs si les enseignants sont formés. Scientifiquement, depuis les années 1970 et récemment confirmé par les études neuroscientifiques et l'imagerie cérébrale, on sait que tout être humain fonctionne avec un répertoire langagier composé des différentes langues et des différentes variations d'une même langue qu'il connaît. Et ce répertoire fonctionne comme un tout, selon Gumpers et Cummins. C'est au moment de la prise de parole, écrite ou orale, dans un contexte et avec des interlocuteurs précis, que celui qui prend la parole puise dans son répertoire pour répondre ou s'exprimer en tenant compte des paramètres de la situation et de ce qu'il souhaite dire. Les activités de classe, si elles se veulent inclusives, ont donc tout intérêt à considérer les liens entre la langue de scolarisation, pour nous le français, mais parfois d'autres langues, comme dans les sections européennes, en relation avec les normes et les langues du répertoire de l'élève. Que ces langues ou ces normes aient été apprises au sein ou bien en dehors de l'école. Les langues régionales, les langues familiales, les langues vivantes étrangères, les langues et cultures anciennes. En effet, c'est avec ces langues et ces normes que l'élève construit les savoirs, à la fois dans la langue de scolarisation, les autres langues apprises à l'école et qu'il comprend et produit dans les différentes disciplines scolaires. Le diamant. Le diamant langagier est un modèle qui inclut tous ces aspects, de façon maximaliste, quelles que soient les situations de classe et les singularités des élèves. Ce modèle holistique vise à tenir compte de l'ensemble des paramètres de nos réalités scolaires. Il s'agit de comprendre que chaque facette est importante pour la cohérence de l'inclusion et de la réussite scolaire, de la maternelle au lycée. Reconnaître les langues et normes de notre classe, de notre école. Pourquoi ? Car on peut ainsi mieux savoir quelles ressources langagières, quelle richesse de compétences se cachent dans ce diamant. Les élèves, les enseignants, les chefs d'établissement n'osent pas toujours dire les langues qu'ils connaissent. Cela montrerait pourtant que la plupart des établissements rejoignent bien l'objectif de l'Union européenne qui est depuis 2019 d'aider tous les jeunes à acquérir avant la fin de la formation secondaire supérieure, en plus de la ou des langues de scolarisation, une autre langue européenne et d'encourager l'acquisition d'une langue supplémentaire. Si on sait quelles langues sont présentes, on pourra d'autant mieux les inclure pour soutenir les apprentissages des autres langues, de la langue de scolarisation, des langues vivantes, des langues régionales, des langues anciennes, et mieux accéder ainsi à la compréhension du contenu des disciplines, qui est porté par des pratiques discursives spécifiques. Par ailleurs, reconnaître ses propres langues, ses manières de parler, d'écrire, permet de se reconnaître dans son humanité et ses singularités. Avoir confiance en ses propres ressources pour les transférer vers de nouveaux apprentissages permet aux élèves une reconnaissance de leurs compétences et permet de forger une communauté d'apprentissage dynamique, motivante et respectueuse. Est-ce que tu as vraiment aimé travailler sur la langue de ta famille ? Oui, j'adore. Comment faire en pratique ? Une approche simple à décliner en une séance, un mois ou un trimestre, ou même sous la forme d'un projet d'établissement, et de proposer des biographies langagières pour reconnaître les langues, qu'elles soient familiales, régionales et ou enseignées à l'école. Représenter son répertoire langagier,
en utilisant différentes couleurs, par exemple sous la forme d'un paysage de langue, d'un corps humain, d'un arbre ou d'une autre figure, on peut concevoir une légende de couleurs et expliquer en quelques mots les raisons qui justifient ces choix, puis les présenter aux autres. Parler ou écrire sur les langues que l'on connaît, en choisissant soi-même les détails que l'on souhaite donner aux autres, permet de se connaître, chacun à son rythme. Ils ont assez bien respecté, même sacrément bien respecté, la proportion des langues. Voilà. Et c'est la réalité. Oui, c'est la réalité de leur langue. Oui. Voilà. C'est un tout. Oui. C'est notre identité. C'est ce qu'on fait. Oui. Je ne suis pas que français. Oui. J'ai des origines espagnoles, j'ai des origines italiennes. Est-ce que ça fait de moi pour autant quelqu'un qui est moins français? Non. Et il n'y a pas une qui prend le pas sur l'autre. Salem, alors c'est quelle langue ça? Donc toi, dans ta famille, vous vous dites Salem pour vous saluer. Buongiorno. Alors c'est quoi ça? C'est en Italie. Ça veut dire bonjour. D'accord, parce que toi, tu viens Hein? d'Italie? Ouais. Je suis italienne, j'ai nationalité italienne. Je crois l'espagnol, on dit hola. Hola, très bien. Ça c'est en allemand, parce que maman elle parle allemand. Hein. En chinois, je sais pas, ni hao. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui savent qu'on fait la cassis dans notre langue? Alors Gino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. En fait, il y a plusieurs façons de le dire. Il y a en façon comme quand je prends des cours et en façon familiale. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. Je connais l'arabe familial. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'italien, on fait Italien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Je sais beaucoup de choses en Maroc, mais je parle pas beaucoup. D'accord. Je comprends ce qu'ils disent, par exemple, ils essayent de parler en arabe pour pas que je comprenne, mais au final, je comprends parce qu'ils parlent presque tout le temps en arabe. C'est une richesse ça, donc tu évolues dans un milieu bilingue quoi. C'est le quechua et l'espagnol que j'apprends à lire à l'école. À lire et à écrire. À lire et à écrire à l'école. Noam. Mais mon copain Siwa, lui, à l'école, il apprend à lire et à écrire en Aymara et en espagnol. Et elle a entendu parler de quoi? Quelle langue on pourrait colorier là? Anglais L'anglais, et français, français japonais. et japonais. Moi, je parle deux langues. Donc à l'intérieur, je vais écrire. Il y a des langues que je comprends autour de moi, mais que je ne parle pas. Moi, je suis mariée avec quelqu'un qui ne parle pas français et qui parle anglais, mais sa vraie langue, c'est une autre langue, c'est l'afrikaans. C'est une langue un peu d'origine européenne qui ressemble un peu au hollandais et qui est parlée en Afrique du Sud par une certaine communauté. Mes enfants, ils parlent anglais, mais ils parlent aussi afrikaans parce que leur papa, il leur parle afrikaans. Donc moi, je l'ai dans les oreilles. Quand mon mari dit « comme il faut » à ma fille, je sais qu'il lui dit « viens ici ». Après, il y a des langues que je ne parle pas, mais que j'ai entendues. Par exemple, ici à 7, souvent, je ne sais pas si on entend le berbère ou l'arabe, je ne saurais pas dire. Mais c'est une langue que j'entends autour de moi dans les rues. Et après, Français, anglais et anglais. En classe ordinaire et en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, en lien avec l'enseignant d'art plastique par exemple. On peut travailler le genre descriptif ou narratif en relation avec les objectifs du programme. Travailler l'écrit ou l'oral de façon différenciée, ainsi que les compétences à atteindre en art plastique. Pour les débutants en français, travailler sur le lexique des couleurs, des formes, utiles aussi en mathématiques, les verbes des consignes en langue de scolarisation, tels que couper, tirer un trait, coller, encadrer, peindre, colorier, apprendre les parties du corps, et pour les élèves plus avancés, raconter, argumenter sur le lien entre les couleurs ou les objets utilisés pendant leur portrait, en lien avec les langues connues.
En apprenant à légitimer une langue, on effectue la démarche nécessaire pour apprendre à légitimer toutes les autres. Je connaissais pas beaucoup de choses sur les gens de ma classe. Ça m'a fait apprendre beaucoup de choses. Et là, sur une classe de 24, l'enseignante s'est rendu compte qu'il y en avait plus de la moitié qui, en fait, avaient une autre langue que le français à la maison. Donc là, pour les enseignants, ça a été, je crois, une véritable révélation. Moi, je parle berbère, mais ma mère regarde souvent des films en arabe et j'ai appris en regardant des films. Je faisais aussi des cours. Tu aimerais que les maîtresses, elles parlent de ta langue, de l'arabe en classe. Elles proposent quelques activités en arabe avec tous les autres. Je serai bien parce que je serai en réussite. Tu seras en réussite. Je serai un peu fière. Ce qui a surpris l'enseignante de la classe ordinaire, c'est justement ce patrimoine qui était là et dont elle n'avait pas conscience. Et les autres enfants de la classe n'en avaient pas conscience non plus. Pourquoi tu dis pas que tu parles ces langues? Ça me vient pas à l'idée. Je me disais, je parle arabe et berbère, mais ça fait rien, c'est rien. Moi, je parle que dans la famille. Je parle pas à l'école. À l'école, justement, j'apprends que le français. Tu aimerais que tes copines, elles sachent cette langue un petit peu? Comment tu te sentirais? Libérée. Ça m'a surpris qu'il y ait autant d'enfants qui parlent d'autres langues. Surtout l'italien, le vietnamien, le chinois, enfin plein de langues quoi. Il y a une prise de conscience du patrimoine linguistique que les enfants avaient en eux et qui n'était pas mobilisé ordinairement dans les activités de classe. Et il y avait tout le monde qui était fier de sa langue. La langue commune, ça va être bien sûr le français, puisque moi je pars du principe que je ne parle pratiquement aucune autre langue à part le français. Et après, on va mobiliser toutes les langues qui sont dans leur répertoire linguistique et même celles qui sont parfois cachées. Aussi, d'abord, j'ai mis l'arabe parce que c'est la première langue que j'avais commencé à parler. Et après, c'était le catalan. Je l'ai appris à l'école quand j'avais 3 ans. Là, on a vraiment un étalage de toute leur richesse linguistique dont ils n'ont pas forcément conscience eux-mêmes. C'est du très bon travail aussi, c'est leur mettre face à eux ce dont ils sont capables et ce dont sont capables les autres aussi. Donc c'était très important pour moi de rendre visible ce qui était invisible jusqu'à présent et pour eux-mêmes et pour les autres. Je suis espagnole, français, je parle français et je parle arabe. Je parle espagnol, arabe et français. C'est remettre en valeur cette langue première qui peut être dévalorisée ou qui peut être mise de côté pour des raisons qu'on connaît pratiques du quotidien quand ils arrivent ici. C'est notre langue, on parle arabe. Déjà, c'est mon pays d'origine, déjà de une. C'est une langue que je parle à la maison avec mon frère, ma mère et mon père. C'est la première fois. Je me suis dit, enfin, il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu à ma langue, à mes origines, un peu tout ça. Et ça fait plaisir que maintenant, on me dit, on va parler de ta langue. Et en plus, en classe, on m'a dit, qu'est-ce que ça représentait, ton pays. Tout ça, on m'a dit de parler de mon pays. Donc, ça m'a fait encore plus plaisir. Il y avait peut-être plus de la moitié de la classe qui ne savait pas ce que c'était la Bosnie. Donc, je les ai expliqués. Et ça m'a fait plaisir qu'après, ils me disent, ah ouais, c'est intéressant. Je ne savais pas qu'il parlait le bosniaque. C'est quand on a commencé à travailler que je suis... Tu apprends, tu découvres d'autres langues parce que je ne connaissais même pas. On était dans la même classe, ça fait 2 ans, mais je ne connaissais même pas. Et du coup, maintenant j'ai compris, il y a une langue qui existe et tout. Quand je les ai vus s'amuser à traduire, je me dis moi aussi, comme j'avais le russe en bagage, je me suis dit moi aussi je veux le faire et je me suis énormément amusée à le faire. Et je me souviens d'un jour, il y en a un qui me dit, il y a quand même beaucoup de choses à faire. J'ai dit, oui, mais moi, regardez, moi aussi, j'ai fait ma partie. Ah oui, d'accord. Au début, c'était un petit peu étonné que je fasse le russe. Mais madame, vous parlez russe? J'ai dit oui. Puis voilà, donc comme ça, et en fait, on avançait chacun à notre rythme au fur et à mesure. Et puis à la fin, tout s'est complété. Moi aussi, ça m'a permis aussi de récupérer des compétences que je pensais inutiles dans cet environnement-là.
C'était aussi un vrai plaisir pour moi de le faire et de le partager avec les élèves. Il y a deux grandes familles d'activités pour utiliser les langues comme une ressource. Parler, écrire, lire dans diverses langues, ou bien parler sur les langues, réfléchir sur elles. Ces activités sont nécessaires pour permettre aux élèves de prendre conscience de leurs ressources langagières et de les activer. Ah oui. Parce que toi, si tu as oublié le chinois, c'est pourquoi? Parce que je ne l'ai pas utilisé. Mais si, par exemple, je vais en Chine, je vais être une semaine en Chine, oui. La mémoire, elle est restée, les mots, ils sont restés. Et après, j'ouvre la caisse où sont cachés ces mots. Et après, je comprends. Tu ouvres la caisse où sont cachés ces mots. La caisse, c'est quoi? C'est dans la tête? Oui, dans la tête. Ah, c'est comme une caisse, il y a des mots qui sont cachés, oui, comme une caisse à jouer, on a oublié de jouer au fond. On ne peut pas l'ouvrir tout seul. Il faut que quelqu'un t'aide pour les ouvrir. Parler ou écrire, lire dans diverses langues permet de les pratiquer, de les comprendre, de les apprendre en situation. Cette pratique permet de favoriser plus efficacement le développement de compétences dans la langue visée, le français langue de scolarisation, une langue vivante par exemple, et de mieux comprendre les disciplines également. Ainsi, en classe ordinaire, unité pédagogique pour élèves allophones arrivants, section euro, pour mettre en œuvre une différenciation pédagogique qui fasse sens, à tout moment, il est possible de lire, d'écrire ou de parler dans différentes langues pour mieux accéder au sens du discours et aux objectifs disciplinaires. On est parti. Selma. Selem. Amel. Nangader. Bien, Nangader. Bien. Rebecca. Hola. Hola, ¿qué tal? Amir. Oui, Nangader. Amina. Hello. Hello, Amina. How are you? Hi. Asia. Vas-y. Salam. Asia. Awa. Salam alaikum. Salam alaikum. Rania. Adi ou Rania? Jouaria. Hello. Hello. Bien, en anglais. Sarah. Hola. Hola, muy bien. 4, 5, 6, 7, 8, 1 2 Meta 4 Semenya Zebra Zebra 3 4 5 6 7 8 9 10 de manière spontanée un livre qui est en français et le même en espagnol. Donc Fatima a vu que c'était en espagnol, donc du coup elle a tout de suite récupéré ce livre. Et je me suis approchée et j'ai vu que Fatima et elle tournaient les pages en même temps. Une lisait en français et l'autre en espagnol. Et elles ont lu le livre comme ça. C'était un livre bilingue. Ce sont les poules qui pondent les œufs. Las gallinas ponen los huevos. L'œuf se fabrique dans le ventre de la poule. El huevo se forma dentro de la gallina.
Et ça a attiré l'attention des autres élèves aussi. Donc ils se sont retournés, ils ont été curieux de cet échange. Voilà. Mais c'était vraiment un moment spontané qui n'avait rien de calculé, qui n'était pas préparé. La gallina empolla los huevos. On aborde la langue de manière différente parce qu'elle est beaucoup à l'oral avec nous, le professeur avec les élèves et les élèves entre eux. Ils utilisent du coup l'oral pour pratiquer leur activité quand on arbitre, quand on coach, quand on donne des conseils aux autres. Et donc c'est une autre manière d'utiliser la langue. On a mis en place des petites activités où les élèves par exemple dirigent des parties d'échauffement, des parties d'exercice. Alors on l'avait préparé avant avec eux mais c'est eux qui dirigent et dans leur langue. Et parfois il y a les élèves qui répètent après eux, donc ça les amuse du coup de parler une autre langue même s'ils la maîtrisent pas, mais voilà, de répéter des sons qu'ils n'ont pas l'habitude ou d'arbitrer par exemple dans une autre langue. Donc il y a une jeune fille qui dirige l'échauffement, les articulations, où elle compte et elle nomme les articulations dans sa langue. Donc ce qui est rigolo aussi, c'est qu'il a fallu qu'elle recherche parce que des fois elle connaissait plus trop les noms des articulations dans la langue maternelle à la maison. Parler du coup dans leur langue, ça leur donne de l'assurance. Je lui avais fait faire en début d'année en français, elle n'osait pas le faire. Et là du coup en roumain, elle ose le faire parce que ça lui fait une difficulté de moins à gérer et du coup là elle ose le faire. Une compétence du socle du collège qui est savoir gérer un groupe, et là du coup elle arrive à le montrer alors qu'en français elle n'arrivait pas à le montrer. Et maintenant elle peut le faire en français. Voilà. Ils ont aussi appris à compter, donc chacun devait ramener les chiffres de 0 à 10 dans sa langue maternelle à la maison, s'ils en avaient d'autres. Et puis ils tiraient au sort pour arbitrer, donc ils ont arbitré différents matchs, mais du coup dans plein de langues qu'ils ne connaissaient pas. Ça a été très varié et du coup c'était rigolo de les voir compter dans une autre langue. Donc ils avaient mis ce qui correspondait aux chiffres et puis à côté il y avait la phonétique pour qu'ils puissent le prononcer à l'oral. Ils ont trouvé ça très rigolo, du coup ils étaient très enthousiastes de venir chercher à chaque fois, de tirer au sort la langue dans laquelle ils allaient arbitrer et ça les a beaucoup amusés. Du coup c'est vrai que systématiquement dès qu'ils avaient fini ils revenaient arbitrer, ils revenaient tirer au sort une nouvelle langue et oui il y a eu vraiment de l'enthousiasme. Une petite remarque qu'il y a eu d'élèves en tirant au sort, ils faisaient « Ah c'est le pays de Maï, oh c'est le pays d'Alina ». Et du coup j'ai trouvé ça rigolo parce que quelque part ils identifiaient les élèves qui avaient participé et puis je trouve que c'est reconnaissant pour eux aussi. Ils découvraient une nouvelle phonétique, une nouvelle langue et puis ils apprenaient ce que pouvaient parler ces enfants chez eux. Să facem niște desene despre libertatea, egalitatea și fraternitatea între Franța și trebuia să integrăm în desenul nostru cele mai bune idei pentru a face un desen cât mai bun. Dans le consigne, on devait parler de la liberté, égalité et fraternité. On devait parler de la France et par exemple la liberté. Et on devait choisir un sujet. Moi, je choisis la liberté parce que je pensais que c'est mieux car on doit tous avoir le droit de s'exprimer, de parler. Orlando, on te voit pas. Viens que t'es petit, viens avec toi, voilà. Asta e grupul meu. C'est un tableau qui représente et l'écriture qu'avant ça s'écrit comme ça, et ça ressemblait beaucoup à 7. Quand on dit 7 feuilles ou 7 comme ça, ou je sais pas quoi. Et pour échanger, on a écrit S et T et Ah d'accord, tu sais ça. Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Soledad, tu as compris? Oui. Qu'est-ce que c'est alors cette histoire de nom là? Est-ce que tu peux nous le redire, Soledad? Je n'ai pas compris, madame. Bon. Tu n'as pas compris? Explique-lui. Tu peux lui expliquer en romanais. Oui, si elle veut. Oui, si elle n'a pas compris, explique-lui. Plus fort, ça va. Oui, Catalos categoria CD, scrie la standa angla. Dar timp o să vedeți pentru că o să amplirea să set caiet, o set neam sujet, H, já vem S, E, T, set, né? Não esqueça deles, set să scrie pe categoria.
pentru că o să vină spre că să spre trebuie să dăm la Tu as compris un petit peu? Oui. Pescabanii, cred că sigur lumea. Ok, și la tavan și la și beaucoup de gens, je sais pas comment ça s'appelle ça. Oui. Hai să mai ți se de. Que c'est plaja. Que c'est la plage. Qu'est-ce qu'ils voient? Nu, nu știu pe plaja. Ils voient des gens sur la plage, Numai cei. des poissons. La côté orașul. Ils voient la fille. Ils voient quoi, la lumière? Păpurea. Des bâtons. Crème. Les choux. Le gâteau est malade. En fait, on a un projet dans la classe, c'est de traduire en plusieurs langues des termes en logistique. Pour faciliter à d'autres personnes qui savent pas, qui connaissent pas la langue française, par exemple, dans ce lycée, il y en a plein de différentes cultures et qui connaissent pas forcément lire la langue française. C'est bien pour d'autres personnes qui vont arriver derrière et ils vont pouvoir lire et découvrir d'autres langues. Dans ce lycée, il n'y a pas que français. Les affiches, elles représentent interdiction, règles, ce qu'il faut faire dans l'entreprise, ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Elles nous servent à nous repérer. Elles représentent certaines zones. On a le parking, les zones de réception, les salles de classe, les bureaux, tout ça. C'est pour les gens qui ne savent pas parler français. On leur a traduit avec des autres langues, comme ça ils comprennent. On a traduit des fiches pour prévenir les gens qui viennent dans l'entrepôt. Il y a beaucoup de personnes qui parlent autre langue que français dans le lycée. Du coup, on a traduit en 5 langues. Donc, on a appris 5 langues qui est dans la classe, majoritairement. Français, anglais, espagnol, arabe et bosniaque. On a traduit en arabe. Moi, je travaille sur le dialecte marocain et sur l'arabe littéral. C'est notre langue maternelle. Moi, je traduis l'espagnol, vu que je connais un peu l'espagnol. J'ai appris car j'ai des amis que je traîne avec eux depuis tout petit et ils parlent espagnol entre eux. Et du coup, moi, j'entends et j'ai appris un peu comme ça, quoi. J'ai fait traduction anglais, c'est tout ça que j'ai fait. Pour moi, je parle anglais, deuxième langue c'est anglais pour moi. Je viens de Bangladesh. Je ne parlais pas un mot de français, non. Dès que j'ai commencé à apprendre, après j'ai commencé le CAP, opérateur logistique. Maintenant, on a écrit en anglais, comme ça, je comprends un peu bien. Des mots, je ne connais pas avant, il y a quelques mots, je ne connais pas. Maintenant, je connais, oui. Sans problème, il y a eu un rouage qui s'est mis en place et les uns apportaient leur aide aux autres. Voilà. Comme une équipe sportive. Vraiment en termes d'attention, de motivation. Et ça a aussi changé, moi, le regard que j'avais sur eux. Puisque tout d'un coup, j'ai vu j'avais en face de moi des élèves qui étaient capables de travailler en toute autonomie, par eux-mêmes, de m'appeler lorsqu'ils en avaient besoin. Donc moi, je passais comme ça de groupe en groupe, au fur et à mesure de leurs questions. Et ça m'a vraiment... Oui, ça a changé mon regard. Et c'est vrai qu'à partir de là, quand je savais qu'ils étaient capables de ça, et donc mon référentiel par rapport à eux, enfin, en termes d'exigence comportementale, a été, en fait, on allait plutôt vers ce que j'avais vu lors de ce projet que l'état antérieur où il y avait où ils avaient une plus grande difficulté à se concentrer. Et c'est vrai que de voir aussi cette capacité de concentration qu'il y avait liée à la motivation m'a vraiment impressionnée.
Ça m'a permis d'avoir effectivement quand on parle souvent d'individualiser l'enseignement, ça m'a vraiment permis de passer du temps avec chacun, puisque à chaque fois c'était spécifique, et aussi d'apprendre à les connaître aussi. Je me suis proposé, je suis dit à la prof que je suis capable de lire et écrire, et après elle m'a demandé de faire ce travail. Il y avait une vraie confiance en lui qui s'était installée. Les autres l'ont applaudi en classe. C'était quand même un travail qui était quand même à faire en toute autonomie, comme ça, qui est quand même énorme. Il l'a fait quand même sur ses vacances. Donc oui, il était applaudi, enfin reconnu dans ses qualités. Ouais. D'avoir mis sa propre langue en valeur et pouvoir cette traduction pourra aider plusieurs personnes. Je mets en valeur ma langue et voilà, c'est bien. Il y a certains outils que je ne connaissais pas en français. Il y a beaucoup d'outils ici, je ne connaissais pas en français. J'ai regardé en arabe et après, voilà. Et que ça permet aux gens qui ne comprennent pas forcément le français d'avoir une traduction et voir les Maghrébins qui ne comprennent pas les outils, ne connaissent pas leur nom en français, ils peuvent voir en arabe et puis regarder en français. Nous avons au lycée des élèves qui sont ENA, c'est-à-dire élèves nouvellement arrivés. Et les professeurs qui s'occupent de ces élèves étaient très intéressés par disposer de ce type de répertoire, parce que ces élèves vont souvent faire des stages dans les ateliers. Et du fait des fois aussi de la méconnaissance du nom de ce matériel, se mettre des fois en situation, disons, de danger. C'était quelque chose qui pouvait être très intéressant aussi pour elles, pour accompagner ces élèves-là lorsqu'ils vont dans les ateliers. L'élève peut donc parler, écrire dans différentes langues ponctuellement, micro-alternance de langue en cas de difficulté. Dans des activités dédiées, plus longues, pour mieux saisir le sens des apprentissages, quelles que soient les classes. Ce que l'on appelle méso-alternance. Qu'est-ce qu'on a écouté, Taïna? Le petit cheval blanc de Jean Brassens. Pourquoi on a écouté cette chanson, Taïna? Parce que mardi, on va à un spectacle et on va la chanter à la fin du spectacle. D'accord. Mais on a une copine dans la classe, hein, Fatima. Voilà, elle est en train d'apprendre le français, donc on va la chanter en français, mais on va y rajouter les paroles en espagnol, d'accord? C'est bon? Écrire, parler, lire dans différentes langues pour mieux comprendre la langue de scolarisation et les disciplines permet aussi de comparer les langues. Car comparer est une activité cognitive ordinaire de notre cerveau, qui nous aide à passer d'une langue à l'autre, d'une norme à une autre, même si les familles de langues sont éloignées. Souvent, le contact entre les langues est uniquement perçu comme pourvoyeur possible d'erreurs. C'est mal dit, c'est un mélange, du mauvais français. Alors que c'est une magnifique occasion de réfléchir sur les langues et les normes. Une erreur est une étape dans les apprentissages et permet de mieux comprendre le français et le fonctionnement du langage et des langues en général. Inclure toutes les langues, les solliciter comme un déclencheur dans le cycle qui comporte la prise de conscience de ces interférences de langue et de normes, permet de mieux prendre conscience des fonctionnements langagiers et d'inférer dans le futur lors de prochaines activités écrites ou orales. Proposer des pistes en fait pour la suite, c'est déjà un appui sur les langues étrangères ou maternelles pour justement venir en éclairage sur le fonctionnement de la langue française. Mais pourquoi en anglais l'adjectif reste invariable et ressemble davantage à un adverbe? Alors qu'est-ce que c'est qu'un adverbe? Vous voyez, à partir d'un mot, de deux mots, de la langue, de la grammaire, on peut construire des choses qui permettent de montrer premièrement que les langues sont vivantes, que ce qui est une norme en français ne le sera pas forcément en anglais ou en allemand ou en arabe ou en chinois. Alors je ne maîtrise pas du tout les langues extrême-orientales d'Orient, mais qui reposent sur des systèmes de graphie, des systèmes même phonétiques très très différents des nôtres. Et que à cela s'attachent effectivement des normes socio-linguistiques, pas seulement linguistiques, mais elles sont aussi sociales, et que les élèves doivent faire avec tout ça.
On peut comparer les langues et les normes, quel que soit l'âge des élèves. Sens de l'écriture, lexique, syntaxe, alphabet, mimo-gestuel. Comment faire des ponts avec ces langues qui sont là, avec cette autre organisation syntaxique, phonologique. Et les enseignants se sont rendus compte aussi des capacités des élèves à passer d'une langue à l'autre. Et cette expertise a été une surprise pour beaucoup d'enseignants. On peut comparer les langues et les normes dans toutes les matières. Par exemple ici en géographie ou en mathématiques. Observons quelques activités selon l'âge des élèves. Alors les enfants, nous avons un problème sur les mots que nous avons étudiés, notamment sur le mot gomme, puisqu'en français, on ne va pas dire gomme, on va dire la gomme. Devant le nom de chose, eh bien, on utilise un petit mot qui s'appelle un article, voilà. C'est ce mot qui va me dire si ce nom est au féminin ou s'il est au masculin. C'est ce mot aussi qui va me permettre de savoir si c'est du pluriel ou du singulier. D'accord? Et vous ne me l'avez pas mis. Parce qu'en russe, il y a la fin, et comme il y a plusieurs, c'est i, et comme... Le pluriel, c'est i. Oui, pluriel. Oui. Et une gomme, c'est pas beaucoup. C'est shortcut, c'est comme ça. Bon, alors écoute, je vais le noter, je vais prendre un aimant, et donc je vais marquer ce que tu me dis en russe sur le pluriel. Donc c'est la lettre I. Ah, c'est pratique, dis-moi, pour écrire. Tu l'entends, cette marque du pluriel? Oui. Est-ce qu'en français, si je dis gomme, est-ce que vous savez si c'est au pluriel ou au singulier? Non, c'est les gommes, c'est comme ça. Ah, c'est ce mot qui va nous annoncer s'il y en a un seul ou s'il y en a plusieurs. Mais en plus, à la fin, il y aura aussi, comme en russe, une lettre. Quelle lettre? S. S. Est-ce qu'on l'entend? Alors, le maître ne veut pas, le maître il ne veut pas, ou le maître il veut pas, est-ce que ces trois phrases ont le même sens? Oui. Oui ou non? Oui. Ben oui, elles ont le même sens. Mais alors pourquoi? Il y a trois façons de les dire. Pourquoi? Et je vous ai mis plusieurs personnes possibles. À un copain, à l'écrit, à un adulte que je ne connais pas, à mes parents et au maître. Et vous allez essayer de trouver pour cette phrase, c'est quelle heure, les différentes façons de le dire. D'accord? Allez. Nous dire qu'est-ce qui est un peu différent? Est-ce que vous arriveriez à l'expliquer entre l'arabe que vous parlez à votre maison et celui que vous parlez quand vous allez prendre des cours? Les mots sont différents et donc du coup, ce qui fait que c'est pas forcément la même chose quand tu es à la maison, que tu parles différemment que quand c'est à l'école. Bah c'est pas pareil parce que c'est comme si tu changeais totalement les mots, mais en fait au final ça veut dire exactement la même chose. Estelle, toi t'as trouvé quoi? J'ai fait du croate et du corse. Ah, super, alors vas-y. Dobardan, ça veut dire bonjour en croate. Attends, j'ai pas entendu. Vas-y. Dobardan, c'est bonjour en croate. Eliana, s'il te plaît là. Madame, encore c'est français? Non. Oui, un peu. Le langage, pas français. Oui, mais il y a quand même une langue corse régionale. Voilà. Du coup, Dobardan, c'est bonjour. Dobardan? Dobardan. Et ça veut dire bonjour. Oui. Ensuite, Roala, ça veut dire merci. Et Vodja, c'est de l'eau. Ah. Et en Corse, t'as trouvé quoi? Benvenuti, c'est bienvenue. Oui. Mais ça a des consonances un peu italiennes. Hein? Oui, c'est italien mélangé une autre langue. Benvenuti, c'est bienvenue. Banca, c'est une banque. Et mi piace, c'est j'aime. Mi piace, c'est exactement comme en italien. Mi piace. Ah oui, nous, madame, on regarde les voilà. On regardez des animaux. Oh, vous avez pas. Et alors, en japonais, qu'est-ce qui est frappant dans cette langue? C'est qu'en fait, c'est que les lettres, c'est pas pareil. L'alphabet, c'est pas la même alphabet. Oui, c'est cultural. Hein? C'est surtout l'écriture, madame. Qu'est-ce que tu sais dire? Allez, Sophie. Sensei. Tu pourrais me dire, est-ce que tu bois quelque chose? كتشرب شي حاجة؟
Alors ça c'est ça c'est du rif ou de l'arabe L'arabe. Et comment tu le dirais à un copain? Tu dirais la même chose? Ouais. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas tu bois quelque chose, tu bois un truc. Tu bois un truc. Ah oui. Ah non, moi quand je dis à quelqu'un, je dis ketchup, tout simple. Et ça c'est quoi? Ça veut dire quoi? Tu bois. Tu bois. Tu bois. Tout simple. Je veux voir. Jormendormenan. Ça veut dire donne-moi l'eau, je bois, sans s'il te plaît ni rien. Enfin, voilà. D'accord, ça serait familier pour toi. Ouais. Mais ça c'est parce que tu mets sans s'il te plaît. Oui. D'accord. Non, familier, j'ai pas. D'accord. Et si tu me le dis avec s'il te plaît? Balmendormenan. Et c'est la même phrase? Non. Ah, donc c'est pas la même phrase. Alors là, il y a. Par exemple, si tu dis à quelqu'un que tu respectes, tu vas dire Balmendormenan. Donc il y a bien quand même une différence avec la situation d'énonciation. C'est-à-dire en fonction de à qui tu t'adresses. Hein? Tu vas peut-être pas utiliser la même phrase en wolof, en arabe, selon que tu t'adresses à ton copain ou selon que tu t'adresses à ton professeur. Oui, c'est pareil, alors tu dis pas la même phrase, on est d'accord. Oui, les deux niveaux de langue. C'est vrai? Ouais. Par exemple, est-ce que Encore. Japonais. En japonais. Est-ce que tu veux boire? On dit nomitai desuka. Alors que tu veux boire, on dit juste nomitai. D'accord. La voiture, on dit jidosha. Jidosha. Alors que la bagnole, kuruma. Ah oui, donc il y a vraiment ça, tu vois, tu nous l'apprends. Est-ce que de j'ai pas, on va passer dans un registre courant où on va remettre cette négation? Par exemple, ça c'est un exemple. Hein, est-ce que tu bois quelque chose? Ça va passer avec l'inversion. Bois-tu? Ou est-ce que tu veux boire quelque chose? Est-ce que déjà au moins sur cette négation et cette interrogation, vous pouvez essayer de vérifier? Demande. Tu vois? Il y a plein de différences, mais il y a un seul point commun. Alicia. Dans le cadre arabe, c'est l'ulpat de l'allemand. Très bien. Effectivement, c'est ce que disait Charlie tout à l'heure, ce n'est pas le même axe. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on écrit. Très bien. Maintenant, vous regardez comment fait le chien en anglais. Ah oui, mais est-ce que le chien, il va aboyer différemment en Allemagne et en France? Bah oui. Et non, le chat, il aboie de la même façon, que ce soit en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne. Par contre, ce qui est super intéressant et ce qui est étonnant, c'est que nous, on ne le perçoit pas de la même façon. C'est-à-dire que les Allemands, vous leur demandez quel bruit fait un chien, ils vont vous dire Wao, Wao. Alors que nous, en France, on va dire non, il fait waf waf. Pourtant, à la base, l'animal, il est le même, mais quand il aboie, il fait le même son. C'est la perception des sons qui diffèrent des pays. Et alors pourquoi? Ça, c'est une question vraiment intéressante. On n'a pas les mêmes oreilles. Alors forcément, on ne parle pas de l'anatomie, mais on parle de tout ce qui rentre dans l'oreille, de tout ce qui est à l'appareil phonétique. Oui, ça doit être la langue qui influence sur les sons entendus. Bien sûr. Regardez, vous savez que moi je suis aussi professeur de français pour les élèves qui ne parlent pas français. Et pour certains, il est très difficile de dire des sons comme le son en. Par exemple, Othman, il va pas dire en, il va dire quoi? En. N. D'accord? Parce que en espagnol, on va dire toutes les lettres. Et donc le son en, c'est un son qu'il n'a pas entendu et qui a été difficile pour lui à acquérir. D'accord? Comme le son R. Il y a d'autres sons aussi. Le son E en arabe. Oh là là, c'est très difficile le son E en arabe. Parce qu'ils vont dire I, ils vont dire O, ils vont dire OU, ils vont dire plein de lettres. Mais alors le, avant qu'il sorte, ça va être le dernier. Allez, tu nous lis celui que tu veux. Vous écoutez bien, Léna? Es went Suleit à venir. Immer plus Garul de Vindren.
C'est en allemand, non? On peut comprendre, mais pas trop. On peut comprendre. La paix. Léna? On dirait un peu de l'occitan, très bien. C'est soit de l'allemand, soit du portugais. De l'allemand ou du portugais, ok. De l'espagnol. De l'espagnol, du vieux français, de l'ancien français, tu as dit tout à l'heure, Léna. Ok. On va être bien clair, hein. Ce n'est pas une langue étrangère, c'est bien du français. Voilà. Sauf que c'est un français qu'on n'utilise plus aujourd'hui, c'est un français du Moyen-Âge. Si Léna l'a aussi bien lu, c'est parce que Léna, vas-y. Elle parle aussi dans une école, là on parle occitan. Et voilà. Alors c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, qu'il y a un lien parce que le français a une très longue et très vieille histoire. D'accord? Et que avant de parler le français que nous parlons actuellement, eh bien, on est passé par des conquêtes. Bien sûr, des conquêtes, très bien. Des conquêtes qui nous ont enrichi notre vocabulaire, ou qui nous ont modifié notre accent, ou qui nous ont apporté voilà, d'autres sonorités. Ah, girafe. Zarafa. Ça va. On gère. Quoi? C'est le loup. Format. Vous avez remarqué là, dans ce tableau-là, que on avait quand même des similitudes dans différentes langues. Dans quelle langue par exemple? Occitan, espagnol. D'accord. Pourquoi d'après vous? Parce que c'est la même base. C'est la même base, c'est-à-dire les lettres, c'est quoi les lettres? Ça forme l'alphabet. Et comment on appelle notre alphabet? Latin? Oui, notre alphabet latin. Ce sont des langues romanes, on dit. D'accord? Donc dans les langues romanes, on a le français, on a l'espagnol, on a l'occitan. Est-ce qu'on a une autre langue romane? L'italien. L'italien, oui. Le catalan? Non, rien à voir, c'est même pas le même alphabet. Est-ce que vous connaissez d'autres langues de cette famille-là? Il y a le roumain. Le roumain aussi. En partant de leur langue d'origine, c'est faire une comparaison avec la langue française, faire en sorte bien de les améliorer dans la pratique de la langue française et puis les amener vers une réussite beaucoup plus globale en classe ordinaire. Et ça c'est en... Ça c'est en catalan? Oui. Et comment tu vas le dire alors? Muséum. Et moi, je suis étonné de voir que dans une classe où l'enseignant est intéressé par les questions de lexique, d'étymologie, de comparaison faite avec l'anglais, l'allemand qui est enseigné dans les classes de façon généralisée et pourquoi pas à terme avec les langues maternelles, cet intérêt qui est porté par l'enseignant trouve un écho très fort chez les élèves, très précocement. Et je pense que c'est un domaine qu'on exploite insuffisamment. Où on va prendre appui sur la richesse culturelle et linguistique des élèves. On va les mettre en synergie et on va prendre appui sur ces langues-là pour pouvoir en tirer le meilleur. Et donc, la baleine, en latin, ça se dit cetus. Ça vous rappelle pas quelque chose, cetus? Cetus. Voilà. Cetus, c'est la baleine en latin. Comment vous dites baleine dans votre langue? Ok, c'est comme en français. En partant de leur langue d'origine, c'est faire une comparaison avec la langue française, faire en sorte bien de les améliorer dans la pratique de la langue française. Vous allez mettre sur les cartels avec vos parents, d'accord? Il va bien falloir s'entendre sur les termes de bateau, etc. Le mot phare, par exemple, est-ce que vous savez le dire en roumain? Phare, d'accord. Et c'est du roumain, ça, ou c'est du Roumanie?
Et en roumain, est-ce que tu sais le dire? Alors on a 3 mots là maintenant. Redis-moi les 3 mots alors. En français c'est femme, en roumain et en roumain. D'accord. Et la fin, je ne pourrais pas le dire. Et donc on voit que là par exemple pour l'autoradio c'est quand même très très proche dans plusieurs langues. Ouais, par contre là où je trouve que cette langue-là, c'est quoi? C'est russe? Russe, oui. Et j'aurais pu marquer comme... Oui, la translittération. Oui, mais effectivement... On n'apprend qu'une seule fois à lire, à écrire, raconter, décrire ou argumenter. Ces compétences se transfèrent. Ensuite, on change de langue, de normes. Et les difficultés viennent justement du fait qu'on ne présente pas forcément le français tel qu'on l'étudie à l'école explicitement comme l'aboutissement d'un certain nombre de normes. Là encore, on peut prendre assez tôt, je crois que dès le cycle 3, des exemples sur l'orthographe qui sont assez amusants, notamment sur les consonnes doubles qui posent 30 problèmes. Et l'ancien professeur de français que je suis a toujours été très étonné de voir comment des élèves graphiaient parfois spontanément des mots un peu complexes, tels qu'ils étaient graphiés avant Vaugelas, au XVIe, au XVIIe siècle. C'est toujours très très intéressant de voir finalement qu'il y a une certaine forme de rémanence finalement de l'enseignement. Bon, alors on fait des choix, ces choix sont arbitraires, les choix du français sont ceux qu'ils sont et on doit faire avec. Il y en avait, je ne savais pas, ils parlaient des autres langues. Moi, je croyais qu'ils parlaient que le français, mais on a appris des choses avec ces personnes. On a appris à parler des petits mots en russe, en espagnol, en italien, des choses comme ça. Il est très important de pouvoir disposer de matériel multilingue dans sa classe et dans son établissement pour avoir toutes les ressources nécessaires aux apprentissages. Des dictionnaires, des livres, des manuels, des vidéos, des audios, des affichages dans les différentes langues enseignées dans l'établissement et d'autres langues connues par les élèves. Il ne s'agit pas forcément d'acheter du matériel, mais de mettre à contribution les élèves pour fabriquer les ressources, par exemple des lexiques multilingues, apporter des ressources de la maison et aider au recensement des banques de données audio et vidéo multilingues libres de droit. Car c'est en participant à l'élaboration des ressources que les élèves vont également participer activement à leurs apprentissages. Il y a des scènes magnifiques. Il y a une interaction très 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 forte, il y a un déblocage, une confiance qui s'installe qui est extrêmement précieuse. C'est vraiment un vrai partage et puis surtout c'est le plaisir en fait, le plaisir de chanter, le plaisir d'échanger dans sa langue d'origine ou en français. Les enfants, on a travaillé sur un imagier. Qui peut m'expliquer qu'est-ce que c'est que cet imagier? C'est un imagier on fait une langue russe, une langue arabe et une langue française. On doit écrire les mots en russe et en arabe et en dessous on écrit en français. On l'a fait sur l'ordinateur. Oui. Bien, qu'est-ce qu'on a fait exactement sur l'ordinateur? Youssou. On dit un microphone. Oui, on a enregistré les mots. Les mots. En quelle langue? En russe et arabe. En russe et en arabe. Notez-le bien,
Je vais d'abord vous le donner en arabe. Mimhatun. Mimhatun. Tout le monde l'a entendu? Dans chaque équipe, il y a un élève qui parle l'arabe et qui peut donc redonner le... Et alors, tu t'arrives à comprendre l'histoire? Tu l'as lu? Non, parce que moi, je suis pas espagnole, je suis zétoise, mais j'ai pas réussi à le comprendre. T'as pas réussi à le comprendre? Marianne, par contre, elle saurait le comprendre. Marianne, tu parles espagnol? J'ai de la famille là-bas, j'ai toute ma famille là-bas. D'accord. On a publito l'Anjano en mai. 2 élèves nouvellement arrivés. Et là, les yeux du jeune homme, quand il a vu marqué dans sa langue, mais ça c'est ma langue, et qui comprenait en fait. Les élèves de voir la réaction des autres, l'agréable surprise, la réaction positive des autres, ils se sont sentis utiles. Le tutorat entre élèves permet à chacun de soutenir un autre élève. On pense bien entendu aux élèves qui parlent différentes langues, qui peuvent aider à traduire dans les langues familiales, pour ceux qui viennent d'arriver en France, et qui peuvent aussi aider en français ou dans d'autres langues vivantes et régionales enseignées à l'école selon leurs compétences. Il est important de veiller à ce que les tutorats soient symétriques, c'est-à-dire que chaque élève doit être tuteur à un moment donné d'un autre élève, selon les expériences développées à l'école ou en famille. Il peut s'agir de compétences en arts plastiques, en musique, en sport, en sciences. Être tuteur permet de prendre confiance en soi et en ses acquis, tout en apportant réciproquement des compétences et de la confiance aux autres. Alors, c'est en quelle langue ça? C'est Hmong. Alors, comment vous reconnaissez que c'est du Hmong? C'est ta langue, d'accord. Ils ont du coup servi de traducteurs et ont joué un rôle vis-à-vis de leurs camarades, vis-à-vis de leur père et de leur père aussi. J'ai aidé les autres, je me suis amusée. J'ai aimé moi aussi, je l'ai aidé quand je lui ai expliqué ce que ça veut dire. Quand on lui disait un mot en français qu'il ne comprenait pas, j'ai aimé lui expliquer. Le projet d'Istiac a joué le rôle de révélateur des compétences linguistiques des élèves et pour les enfants a été une valorisation puisqu'ils ont joué des rôles de traducteurs, ont permis d'être tuteurs et ont montré aussi, mis l'accent sur la diversité des langues qu'il y avait dans la classe. Là, dans cette expérience, cette sortie avec la classe, on était plus unis avec toute la classe. Par exemple, il y a des questions que je n'arrivais pas à comprendre, je l'ai dit à mon camarade pour me l'expliquer, lui, les autres camarades aussi à moi. Ce tableau livre un panorama. Moi, j'ai présenté un tableau en français plusieurs fois pour expliquer à des personnes qui ne comprennent pas la langue en quoi signifiait ce qu'on avait dit dans une autre langue. Je vais lire en espagnol. Este paisaje representa una vista de Provencia. Este dibujo está hecho con una pintura de aceite de estrella. Est-ce que tes parents t'ont aidé pour la traduction? Non, c'est moi, je l'ai fait toute seule. Mais dis-moi, tu dois vraiment être à l'aise en classe d'espagnol. Tu as choisi espagnol en langue vivante? Ouais, j'ai choisi, en fait, je suis la plus bonne en espagnol. Dans le collège, c'est ça. On est 4 ou 3 dans le cours qu'on comprend l'espagnol, c'est pour ça. On est les 4, on parle et on aide les autres. Oui, c'est comme si tu étais petit professeur. Ouais, c'est ça. 有一个复印品，这个街头艺术，这叫街头艺术，我很喜欢这幅。Je l'ai présenté en mandarin. Il y a des gens qui disent que c'est chinois, mais en réalité c'est mandarin parce que il y a plusieurs langues, quoi. Alors, Fang va écrire tableau, le mot tableau en mandarin.
Pour mon tarhin, c'est moi et aide Fong. Mais français, c'est Fong aide moi. C'est pour les gens qui savent pas parler français. On leur a traduit avec des autres langues. C'est pas en français. Il y a beaucoup d'outils ici, je connaissais pas en français. J'ai regardé en arabe. Nous vivons dans des contextes multilingues qui méritent d'être explorés. Il peut s'agir tout simplement des noms de rues, des panneaux des commerçants eux-mêmes plurilingues ou de la signalétique. Les projets pédagogiques, qui tiennent compte de la diversité multilingue et multiculturelle, peuvent donc investir l'espace public ainsi que celui des musées ou des bibliothèques où différentes langues et cultures sont représentées. Ces projets sont ancrés dans la réalisation de tâches diverses. Rédiger un répertoire des commerces qui sont multilingues, qui permet d'apprendre le nom des boutiques et les métiers spécifiques des commerçants. Retracer l'histoire des personnages célèbres qui viennent de pays différents. Proposer une visite multilingue au musée pour s'approprier la culture savante de l'histoire de l'art. Le musée Paul Valéry, à Sète, est installé au Mont-Saint-Clair, sur le promontoire qui domine le cimetière marin. En octobre 2020, il est investi par des élèves du collège du même nom, ainsi que par ceux du collège Victor Hugo, dans le cadre d'une démarche des plus originales, à la croisée de l'inclusion linguistique et de la promotion du patrimoine artistique et culturel. Alors, je pense que c'est Ayman. Où est-il, Ayman? Viens, Ayman, qui va nous lire en français déjà ce que on avait pu dire sur le tableau. On t'écoute, Ayman. Ce tableau est l'œuvre d'un peintre sétois, André Cervera, que nous avons eu le plaisir de recevoir chez nous. Il s'est inspiré ici de son voyage en Inde et puise dans la mythologie hindouiste dont il représente une danse traditionnelle. Kali est dans l'hindouisme la déesse du temps, de la mort et de la délivrance, mère destructrice en créatrice. Elle est considérée comme la force qui détruit les mauvais esprits et qui protège les dévots. 这幅画的名字叫做 La danse de macabre de Kali， 意思是死亡的舞蹈，作者是 Cervera sống và làm việc tại Sète. Chúng tôi thấy hai nhân vật nhảy múa, người bên trái nhảy và chơi nhạc, hình bên phải là thần nữ Kali. You woman has 4 arms representing the 4 cardinal points. Ainsi déclinées en plusieurs langues différentes, les présentations permettaient aux artistes eux-mêmes de découvrir leur œuvre sous un éclairage inédit, au gré des sensibilités des locuteurs, mais aussi des consonances linguistiques. J'ai beaucoup aimé comment vous avez décrit, en anglais j'ai compris, en français aussi, bon, et c'était superbe. Et puis après la musicalité de la langue, j'ai trouvé ça magnifique, en mandarin et vietnamien. En fait, ce que j'aime bien avec les artistes, c'est qu'ils font plusieurs sortes de peintures sur leur tableau. Par exemple, ils font de la peinture, ils font du collage. Ils mettent beaucoup de couleurs parfois et j'aime bien ça. Le musée Paul Valéry, d'abord, fait partie quand même des programmes de l'école élémentaire, puisque au cycle 3, qui maintenant comprend le CM2 et la 6e, il est compris effectivement de s'intéresser aux arts visuels et notamment au tableau. Donc on est déjà quand même dans l'institution éducation nationale. Il est normal d'aller visiter des musées et donc de s'approprier le patrimoine culturel de la ville, de l'environnement immédiat des élèves. Dans le cas de Sète, c'est donc le musée Paul Valéry. Alors l'origine de ce projet remonte à plusieurs années et en fait on a imaginé pour permettre aux élèves de CM2 d'avoir déjà une première approche de la 6e, du collège, de l'enseignant que je suis. On s'est dit on va organiser une rencontre, on va joindre l'utile à l'agréable et cette rencontre-là, cette passation, cette transmission CM2 6e, on va la faire au musée Paul Valéry. C'est vrai qu'avec ma collègue du BE2A du second degré, Christelle Way, on avait l'habitude depuis longtemps d'amener nos élèves pour découvrir autrement, en quelque sorte, l'environnement et au travers de la peinture et des marines,
découvrir la ville de Sète. Le projet petit à petit s'est développé et donc j'ai pu les aider à accueillir les élèves et à présenter les tableaux en essayant toujours d'adapter aussi le discours au public pour que ce soit le plus facile pour les élèves de les aborder et aussi de ce travail sur le vocabulaire et de laisser aussi bien de la part des professeurs que de ma part un temps aussi pour qu'ils puissent découvrir le tableau, le ressentir et donc amener déjà une première lecture personnelle et essayer de compléter avec des repères plus dans l'analyse d'une peinture et quelques repères d'histoire de l'art de la peinture ici en l'occurrence. Alors, est-ce que c'est la date de la statue? Les commentaires de tableaux, ça a permis aussi finalement un niveau de conceptualisation qui n'était pas fait qu'en français. C'est-à-dire que cette conceptualisation, le fait de s'emparer des éléments artistiques, tant au niveau de l'émotion que de la description technique du tableau, pouvait se faire dans les langues familiales où peut-être le degré d'expertise était supérieur à celui du français. Est-ce que tu as aimé les œuvres qu'on a étudiées, les tableaux? Oui, il y en a beaucoup que j'ai aimé. Quels sont ceux que tu as aimés? Le sac de Rome, je trouve qu'il y a beaucoup de muscles, qui est joli. Voilà. Et puis je sais pas pourquoi, j'aime bien. Les objectifs vont être culturels, connaître son environnement proche, c'est-à-dire la ville de Sète, mais également avoir une culture artistique commune. Qu'est-ce qui nous permet de reconnaître que c'est la ville de Sète? Parce qu'il y a les montagnes. Ah, et comment elle s'appelle cette montagne? Le mont Saint-Clair, très bien. On a vu les noms des artistes. On a vu beaucoup de choses qu'il y avait avant Sète et maintenant il n'y a plus. C'était bien dessiné. Il y a des informations sur Sète, sur la vie de Sète. Est-ce que vous reconnaissez Sète? Non. Oui. C'est en quelle couleur? Il est où Sète? Elle est où la ville de Sète? Là-bas. Quelle couleur? Vert. Vert, voilà. Les couleurs, elles sont bien mélangées, elles sont bien dessinées. Les gens qui l'ont dessiné avec un sentiment, avec des sentiments, tout ça. C'était trop bien. Il y avait des beaux tableaux et aussi ça m'aidait à comprendre le français. Et maintenant, là, les grosses vagues, qu'est-ce qui peut se passer là s'ils se dépêchent pas? Mais en général, on a de très belles réactions. On a des élèves vraiment qui ont beaucoup aimé, qui disent même qu'ils vont y retourner avec leurs parents. C'était une nouvelle expérience avec ma classe. C'était trop bien. Eux aussi pouvaient se permettre d'avoir cette curiosité et de passer la porte d'un lieu culturel, puisque même si on n'a pas toujours les connaissances, on peut quand même être intrigué, avoir des émotions et peut-être d'avoir envie d'approfondir sur certaines œuvres ou certains artistes. Chacun est différent par rapport aux remarques qu'on peut avoir, surtout avec les élèves, mais aussi parfois quand les adultes s'autorisent aussi à exprimer. Ça nous permet aussi des fois de se dire qu'on peut aussi l'aborder par d'autres angles, et toujours laisser quand même un peu cette place où chacun a envie aussi d'y voir ce qu'il souhaite. On amène aussi notre propre histoire et notre propre vécu dans la réception des œuvres. Là, dans cette expérience, cette sortie avec la classe, on était plus unis avec toute la classe. Je parlais plus avec mes camarades. On est plus contents et on se connaît plus, on va dire. Avant, je parlais même pas avec eux, je parlais juste avec mon frère. Maintenant, je parle avec tous. C'est pas tous les jours qu'on peut voir des artistes comme ça. Merci. On a l'opportunité d'avoir M. Tabora. Est-ce que vous avez une question de plus à poser? J'ai aimé les tableaux et aussi qu'on a pu rencontrer les peintres avec nous. On a pu leur poser des questions. S'ils n'étaient pas là, on ne pourrait jamais avoir une réponse à ces questions. La scène qui est représentée se déroule à Rome, marque la fin de l'Empire romain.
La ville apparaît grâce aux imposants bâtiments que l'on voit en arrière-plan. 这幅画的名字叫《Le sac de Rome par les barbares en 410》，发生在140年的野蛮人。 Alors, nous voici donc devant encore un autre tableau. Je travaille beaucoup avec le musée en tant que prof d'histoire géo. Et donc souvent, ça m'intéressait parce qu'ils avaient aussi travaillé sur des tableaux que je présente en général lorsqu'on fait les visites. Donc c'était d'autant plus intéressant. Donc je m'étais dit que je pourrais rebondir peut-être à l'occasion sur justement des tableaux qu'ils avaient fait, les marines notamment. Puisque dans le programme de géographie, il y a habité le littoral. Donc je pense que peut-être j'essaierai de me resservir un petit peu de ce travail avec quelques-uns des élèves, puis associer une classe entière ce coup-ci. Au premier plan, les couleurs sont chaudes, jaune, orange et rose. Les couleurs de la verdure sont plutôt froides, comme celle du porc, bleu et violet, parce que c'est le matin et le soleil se lève, c'est la lumière de l'aube. Même si on n'a pas un accès traduction, c'est pas grave, c'est une ouverture aussi pour nous de prendre conscience, voilà, de richesse et éventuellement de rester dans cet esprit ouvert. Les parents ont un rôle de premier plan concernant les langues et plus généralement les apprentissages. Il est primordial de les inclure en tant que coéducateurs lors des activités de classe, qu'ils parlent ou non le français, qu'ils soient lecteurs ou non. Seul un partenariat actif permettra de co-construire une communauté d'apprentissage dans laquelle les parents sont de puissants moteurs. Qu'est-ce qui fait que notre école est particulière? Pourquoi ça marche dans cette école? Et on s'est dit, il y a des valeurs. Donc on a posé les valeurs et forcément le plurilinguisme est venu naturellement. Naturellement, on se dit, mais pourquoi on va le mettre qu'en français? On va le mettre dans toutes les langues. Il faut que ça s'adresse à qui? Aux parents. Il faut qu'ils puissent comprendre les parents ce qu'on met. Il faut que ça puisse marquer. Et puis une des valeurs était l'inclusion. Et donc, donc c'était évident de le mettre dans les langues des familles. J'ai fait venir les parents en fait et j'ai fait des ateliers parents-enfants pour faire les feuilles de l'arbre. Et donc en fait les parents sont venus par petits groupes pour parler des langues de leur enfant et faire la feuille. Donc voilà, ça a été tout un projet d'atelier parents-enfants en fait. Donc l'inclusion des parents dans l'école, les faire entrer dans l'école, faire un travail avec leur enfant et du coup ça a ouvert le dialogue entre parents. Et puis du coup entre enseignants et parents aussi, voilà, donc j'ai appris plein de choses sur les différentes langues et entre parents aussi, ils se sont dit tiens t'es de la même région que moi, je savais pas, enfin voilà. Ça a été très positif pour les parents et bien sûr facile, mais aussi parce que voilà, dans ma classe ils viennent souvent, ils sont habitués à venir dans la classe. En début d'année ils restent un petit moment en classe et ce lien on le garde toute l'année et du coup ils étaient très volontaires pour venir. Ils étaient très contents et je leur ai montré l'arbre des langues par petits groupes et du coup ça a amené aussi un dialogue justement sur la légende, sur les différentes langues. Voilà, ils n'étaient pas tous d'accord sur ce qu'il fallait bien distinguer tous les trois arabes qu'on a distingués avec trois vers différents. Voilà, ça a amené un dialogue à ce niveau-là. Ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur les différentes langues qui sont parlées et je comprenais pas du tout ce que me disaient les parents. Au départ, je notais, elle me parle de Rif, elle me parle de berbère, mais ça m'a permis de faire des recherches et on a aussi pas mal discuté entre nous sur le codage. On n'était pas du tout certains de comment coder ces langues, quelle couleur utiliser, parce que la langue c'est une identité quand même. Et moi je me disais, si on me met du français en bleu et de l'occitan en bleu ciel en disant que c'est la même chose, non, ça me fera pas plaisir. Est-ce que les parents, on a eu aussi ces réflexions beaucoup entre nous. Et les parents entre eux l'ont eu également, parce que quand je les faisais venir, ils regardaient la légende et disaient mais alors. Il y a des familles qu'on a touchées que je n'avais jamais vues de l'année. Dès qu'on s'intéresse à la culture des gens, dès qu'on fait un pas vers l'autre, et ils sont en confiance en fait pour rentrer dans l'école. C'est un monde qui peut faire un peu peur à certains parents, je ne dis pas tous, mais en général ils sont très demandeurs de ça et très surpris finalement qu'on laisse cette place-là, cette place aux langues. On invite des parents, des mamans, des papas, enfin surtout des mamans qui viennent et qui nous apprennent leur comptine.
en français. Et du coup, voilà, il y a un échange qui se fait. Voilà, donc tout ça, c'est du matériel. En fait, on chante aussi dans plusieurs langues. Et c'est plus au niveau de ces comptines-là que du coup, ça a eu un impact sur les enfants. Scènes magnifiques que moi je garde en mémoire de chansons chantées par la maman et son enfant dans la langue d'origine qui sont extrêmement précieux. Il y a une relation affective avec leur langue maternelle, donc c'est quelque chose qui effectivement leur permet de mieux s'épanouir en classe. C'est pas toujours une petite réticence parce que la peur de chanter déjà, que je retrouve évidemment beaucoup plus chez les adultes que chez les enfants. J'ai pas forcément l'habitude qu'on me demande de chanter en plus dans ma langue d'origine, ça c'est clair. Et par contre très rapidement, c'est que vraiment j'ai senti les langues qui se déliaient justement. Il y a une interaction très forte, il y a un déblocage, une confiance qui s'installe qui est extrêmement précieuse. C'est vraiment un vrai partage et puis surtout c'est le plaisir en fait, le plaisir de chanter, le plaisir d'échanger dans sa langue d'origine. Je suis partie sur l'origami et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une colombe. Donc on a testé la colombe et puis après je me suis dit la colombe de la paix forcément, mais cette colombe de la paix elle peut être plurilingue. Et à partir de là je leur ai dit quels mots vous aimeriez mettre sur cette carte, d'abord qu'en français. Donc on les a énumérés et je leur ai demandé s'ils étaient d'accord, si ça leur plairait de traduire ces mots dans toutes les langues de la classe. Et alors là, ah oui, super partant. Et le lien s'est établi avec les familles aussi, puisque même ceux qui mangeaient pas à la cantine, qui rentraient entre midi, dès que j'ai lancé l'idée de ces cartes de fin d'année, ils ont déchiré un petit bout de leur cahier de brouillon, ils sont partis à la maison avec, pour déjà demander à leurs parents comment on l'écrivait dans la langue parlée à la maison. Même si c'était pas correct, c'était quand même le lien avec les familles qui était intéressant. Parce que la maîtresse, elle sait pas tout. Et là, ça a été aussi un moyen de leur montrer que moi, je ne parle pas l'arabe, par exemple, ni le tamazir, ni le mong, et que j'ai besoin d'aide aussi. Et qu'à tout âge, on apprend, en fait. Et je suis d'accord, là, dans la classe, c'est moi qui transmets le savoir, mais eux aussi m'ont transmis des choses. Et ça aussi, c'est un échange qui met en confiance, du coup. Et qui met en confiance aussi les familles, parce que quand on va chercher ces familles qui sont quand même un petit peu réticentes au départ de dire qu'elles ne parlent pas très bien français, ça peut être à double tranchant. Et du coup, ça s'est fait comme ça. Ils sont tous revenus avec leurs petits mots dans toutes les langues. Au niveau de la composition de leur carte, je leur ai dit, vous écrivez déjà quelques mots en français. Et puis après, vous pouvez écrire dans la langue parlée à la maison ou entendue. Et ensuite, là, c'est moi qui leur ai imposé quelque part de choisir 2 autres langues qu'ils aiment bien au niveau sonorité, ou qu'ils aiment bien par affinité, ou qu'ils ont découvert cette année, et de les rajouter, ces langues-là, avec les mots de leur choix, sur leur carte, en fait. Et ils étaient tout fiers. Comme ça. Ça nous a rapprochés encore plus. On est proches quand même. Voilà. Mais surtout, c'est par rapport à la langue. Merci beaucoup. Et toi, alors, est-ce que tu as aimé ce projet? Oui, moi, j'ai bien aimé. J'ai appris des choses sur mon origine, sur ma langue. Et j'ai réussi à lire un texte en arabe. Voilà. Ça vous a pris beaucoup de temps pour l'aider? Un petit peu, parce que comme on parle, mais généralement, il ne lit pas beaucoup l'arabe et tout ça. Parce que l'arabe, on a différentes même si c'est l'arabe, on a différentes langues. Voilà, c'est différent. Voilà. C'est pas pareil qu'on parle à la maison et l'arabe qu'on a fait ensemble. Cette visite plurilingue n'a pas usurpé son nom.
Au total, une dizaine de langues étaient représentées à travers les travaux des À la élèves. maison, vous parlez cette langue? Pas vraiment, non. Donner du sens au plurilinguisme, parfois, c'est aussi redécouvrir une langue natale ou une langue familiale. Loin de s'opposer à la langue dite de scolarisation, cette exploration est bien souvent le moyen d'une prise de conscience de l'universalité de la valeur d'un patrimoine linguistique. Oui, parce que en apprenant à légitimer une langue, on effectue la démarche nécessaire pour apprendre à légitimer toutes les autres. Questa tabella emana una sensazione di tranquillità, calma, serenità e finezza. Voilà. Très bien, merci. Alors pourquoi l'italien? Explique-nous. Est-ce que tu n'es pas né en Italie, Jade? Non. Alors explique-nous. L'italien parce que c'est la langue de ma famille. Oui. Et voilà. Alors, on a essayé de traduire un texte sur lequel on avait travaillé. Ça a été un petit peu laborieux parce qu'on le parle un peu, mais on ne l'écrit jamais. En fait, ça nous a permis de renouer avec la langue, vu qu'à la maison, on l'utilise pratiquement plus. Là, ça nous a permis de renouer effectivement avec cette langue qui est si chère à nos yeux, aux parents, familière, et voilà. Et pour toi, Jade, est-ce que tu as aimé travailler sur ce projet? Oui, j'ai beaucoup aimé travailler parce que j'avais jamais dit un mot j'avais jamais parlé autant italien dans ma vie que là. Du coup, ça m'a permis de connaître un peu plus de mots en italien que genre les mots qu'on disait avant. C'était nouveau et on s'est régalé. On s'est régalé de travailler ça tous les trois. L'objectif pédagogique, là, il avait une certaine spécificité, c'est que les commentaires de tableau, donc l'appropriation de la langue artistique avec tous les éléments de langage de l'émotion, langage des arts visuels, allait se faire non pas seulement dans le français langue de scolarisation, mais dans les langues qui sont là, qui sont présentes, qui sont comme un patrimoine en fait, au travers du parler des élèves de la classe. Mais encore fallait-il en avoir conscience, et pour cela donc nous avons demandé à ces élèves-là quelles étaient leurs langues et est-ce qu'ils acceptaient surtout de les mobiliser. Pour cela, nous avons demandé aussi l'aide des parents. Ça, on peut essayer de le mettre aussi. Donc, ce sont des couleurs vives, c'est un peintre contemporain. C'est Topolino, c'est mon artiste. O en russe, donc c'est comme O en français. Après R en russe, c'est P. On a travaillé en groupe, un petit groupe en fait. Il y avait la table des traductions russes, anglaises, arabes et compagnie. Et nous, avec Jules, on était tous les trois, Jade, Jules et moi. On a travaillé sur le tableau, après on a fait en français, on a fait un texte en français et après du français on a fait en italien. On l'a traduit en italien dans notre langue. All'alba vediamo volte piccole imbarcazioni nel porto di Sèvres. Mon arrière-grand-père, toute ma famille qui sont venus en France était italien. Ils pouvaient découvrir un peu plus la langue qu'on connaissait un peu. Travailler 把这个地方给打败了。换成他们自己的一些东西，是吧？ Elle a appris quelques mots. Elle m'a appris quelques chinois aussi, parce que quand on écrit, il y a des mots que je ne sais pas écrire. Les parents ont été surpris et je dois dire quand même pour certains très enthousiastes et un peu étonnés qu'on les sollicite, qu'on leur demande de commenter des tableaux dans ces langues. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la participation des parents, de voir aussi que certains étaient heureux d'être accueillis et on sentait aussi que ça permettait de donner un accès à un lieu culturel, un musée en l'occurrence, peut-être à des personnes qui ne se seraient pas permises de venir ici. Il y a une prise de conscience du patrimoine linguistique que les enfants avaient en eux et qui n'était pas mobilisé ordinairement dans les activités de classe. Il y avait tout le monde qui était fier de sa langue. On a des parents qui vont bannir leur langue maternelle parce que maintenant voilà, il faut parler français et c'est que comme ça et donc du coup la langue maternelle va passer un peu à la trappe et donc c'est la remettre en valeur, la remettre au premier plan. Nous ce qu'on aime, c'est qu'ils viennent en tant que rôle d'expert dans
leur propre langue, qu'ils apportent une culture, soit eux finalement qui dispensent un enseignement et des références que nous n'avons pas forcément. Les soldats. Leur rôle, ils n'ont pas leur place à l'école ou au musée encore moins. On a de belles surprises aussi. Musicalité des langues, parce que même quand on ne comprend pas la langue, c'était émouvant donc de l'entendre, mais aussi de voir l'enfant ou le parent aussi fier et heureux de pouvoir valoriser et comment dirais-je, de pouvoir être respecté aussi dans sa culture et ses origines. Voir que les jeunes parlent dans leur langue maternelle pour s'intégrer, pour se faire accepter. On nous impose souvent de parler qu'en français. Tableau, le mot tableau en mandarin. Il était une fois, dans le monde réel de Sète, des parents roms qui ont participé à un projet de rédaction et de traduction de cartels de tableaux pour un musée de beaux-arts avec lequel le collège travaillait afin de développer des compétences en art plastique et en français, d'écrire, raconter. Les parents ont donc été invités en classe afin de prendre part au projet. Les parents n'ont pas forcément été dans un musée au cours de leur vie, mais en perçoivent tout l'intérêt. Les enfants qui sont arrivés, les enfants pour première fois, pour voir les musées, oui. Nous, pas arriver pour les enfants, et mon maman, mon papa, pas arriver à la musée. Oui. D'accord, bon, je comprends. Ça viendra. Comme ça, pour les enfants, c'est bien. Oui. Voir un peu les musées. Oui. Pourquoi c'est bien d'aller au musée alors finalement? Pourquoi c'est intéressant? Pour les enfants qui sont pour... Oui. Non comme moi, c'est fermé. Oui. Pour s'ouvrir. Oui. Pour s'ouvrir. D'accord. Pour s'ouvrir. Donc on comprend pour apprendre ce qui se passait avant dans un pays. Oui. Também am părinți, pentru că am are părinți, nazi ca de coia discera mea que já nasceu meus sanglado. Dacă n-a caíam ca tite, discera se mai trama le șoru să 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 masam. Les parents, ils ne pouvaient pas les ramener à la musée. Et là, comment on peut aller au musée. D'accord. C'est très bien. C'est vrai qu'au musée, on apprend sur l'histoire du pays aussi. Les activités permettent de discuter des traductions avec les parents et d'écrire les cartels. Alors, Lolo, visiblement, ça serait du cadérage, parce qu'en oursari, on dirait Lolilé. Qu'est-ce que vous dites? Lolo. Vous dites Lolilé ou Lolo? Lolo. Madame Costache, Madame Georges, comment vous dites vous rouge? Lolo. Alors Lolo, ça serait du cadérage. Voilà. Et l'oursari, ça serait... Même les parents qui ne savent ni lire ni écrire peuvent aider aux traductions orales. Il faut le faire déjà en rond. Voilà, regarde, tu peux faire les deux langues si tu veux. Moi je fais en rond. Moi je fais en rond. Ah, Shakira, tu peux aller avec Timothée et papa? Allez. Les parents font ensuite la visite guidée multilingue par les enfants et interagissent avec eux à propos des toiles. En plus de ce travail d'équipe au niveau de la classe, pour
certains, il y a vraiment eu un travail d'équipe, mais au niveau familial. Et là, ils ont fait appel à leur famille. Des fois, j'ai envoyé des messages à ma mère pour lui demander, comment on dit, chariot élévateur. Voilà, parce que c'est pas des mots que j'utilise quand je vais voir ma famille. Ça fait plaisir. Ouais, quand je suis rentré, elle m'a dit, pourquoi tu m'as posé toutes ces questions? Ça l'a fait sourire, et tout ça, ça a fait plaisir. La dimension aussi qui m'a particulièrement intéressé, c'est celle qui vise, comme l'évoquait Eric aussi, les familles. En tant que chargé de mission pour la prévention de l'illettrisme, c'est l'autre volet finalement d'une même pièce, d'une même feuille. Je suis amené à travailler avec d'autres formes d'institutions, des associations qui prennent en charge des adultes, jeunes adultes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont en situation d'illettrisme. Ce qui est sûr, c'est que ces personnes qui sont en grande difficulté dans la vie qui est tout en littératie, la vie quotidienne est entourée d'écrits, c'est que très souvent, on a mis un peu de côté la parentalité. Et il y a quelque chose d'extrêmement touchant. Après tout, la corde sensible, pourquoi ne pas l'évoquer? Il y a de vraiment touchant de voir cette mère et cet enfant parler, présenter une œuvre d'art et le ressenti qu'ils ont sur cette œuvre d'art à son auteur dans 2 langues, à partir d'un texte qui a été élaboré et qui a permis pour justement les jeunes qui ne sont pas directement issus d'autres pays que notre territoire, de retrouver aussi la langue des grands-parents, notamment l'italien que j'évoquais, et ça permet de nourrir et d'enrichir ces jeunes plutôt que de s'assécher au contact d'une langue qui serait finalement une langue perçue essentiellement sous le soulier de la difficulté. Le choix des langues en fonction des langues parlées à la maison. Et donc j'ai assisté à un moment tout à fait intéressant d'investissement très fort des uns et des autres. Les élèves évidemment, tous les élèves, et y compris des élèves de 2 ou 3 élèves présents de la classe passerelle, donc avant 3 ans, dans une dynamique en fait d'accès à la scolarisation avec l'appui notamment de professionnels de la petite enfance. Donc participation très forte des enfants et participation, fierté des enfants. Et donc là, présence d'un grand nombre de familles, de mères mais aussi de pères. Et donc présence active. Le point de départ de la réussite scolaire, c'est de donner à chacun sa place et reconnaître chacun au sein de l'institution scolaire. Les enseignants, les chefs d'établissement, ainsi que l'ensemble du personnel qui s'occupe des élèves, des surveillants aux ATSEM, sont engagés à travailler conjointement pour forger ce diamant langagier. L'objectif est de faire en sorte que chacun se sente inclus dans ce processus, que les liens se renforcent entre les enseignants, les classes, les élèves, les matières, les parents, l'environnement scolaire et hors scolaire. À ce stade, l'information, la formation et le travail collaboratif sont la clé. L'enseignement du français ne concerne pas que l'enseignant de français, mais bien tous les professeurs qui utilisent la langue à la fois comme objet, mais aussi surtout comme moyen d'apprentissage. Oser travailler ensemble, avec ces expertises diverses, dont langagières, permet de construire une véritable communauté d'apprentissage où chacun apprend et développe ses compétences. Je pensais au début du projet qu'il y aurait uniquement en fait, les langues vivantes qui s'associeraient à ce projet. J'étais fortement surpris puisque quasiment toutes les disciplines sont représentées, y compris en fait, l'EPS ou les professeurs d'EPS, l'équipe pédagogique d'EPS, c'est fortement investi dans ce projet. Merci toute l'équipe pédagogique. J'ai trouvé ça intéressant sur cette richesse où tout le monde a apporté ses compétences et même moi ça m'a permis de pouvoir aussi
me repositionner, essayer de réadapter aussi en fonction des élèves. Et je trouve que c'est toujours une belle initiative, et d'autant plus quand ça valorise les élèves, qu'il y ait un retour, qu'il y ait cet échange aussi auprès des parents, ça valorise aussi les parents, et puis aussi que tout le système éducatif, qu'il soit collège, école, collège ici, mais que les différents intervenants aussi étaient impliqués, et ça permet aussi de mettre en valeur, et l'université de pouvoir voir aussi le travail concret que l'on fait au quotidien, aussi bien au niveau des enseignants que dans une structure culturelle au niveau de la médiation. J'ai vraiment la grande fierté d'avoir pu accompagner ce projet, le porter, le présenter à 2 rectrices qui se sont succédées, qui l'ont bien évidemment validé. L'intérêt du projet et la raison pour laquelle la mission s'en est emparée, je pense qu'on peut utiliser ce terme-là, c'est qu'en fait les objectifs sont strictement les mêmes, à savoir de sensibiliser, alors même au-delà des enseignants, les cadres également, toute la communauté éducative, à la dimension langagière des apprentissages. Tout est langage. Et nous sommes dans un musée, dans un très très beau musée. On voit du langage non verbal, des statues, la statuaire antique, donc le musée des moulages de l'université qui nous accueille. On ne peut pas, et surtout dans le second degré, se réfugier derrière une discipline. Ça n'a pas de sens. Cette discipline est construite autour de langage, de concepts qui sont mis en mots. On aborde une autre dimension et qui est aussi essentielle, c'est celle des cadres. Nous incarnons, Éric Louvois et moi-même, l'encadrement, des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Donc, il y a des inspecteurs, il y a des chefs d'établissement, il y a des recteurs, des directeurs académiques. Et pour que tout cela fonctionne, bien évidemment, il faut que tout cela se mette en musique, on va reprendre une métaphore musicale, pour constituer une symphonie. Et c'est pareil, le violon ne joue pas la partition de la contrebasse, ni celle du percussionniste. Et ce qui a permis quand même la réussite de ces projets, je crois que c'est vraiment aussi le fait que les cadres, soient sensibilisés, on l'a vu, aussi bien Eric que moi-même, le chef d'établissement, qu'il s'agisse de Laurent Bonnel au collège Victor Hugo ou de Benoît Grelet au lycée Pierre Mendès France, et les directeurs et directrices d'école aussi, que je ne nommerai pas parce que je ne voudrais pas en oublier. Et donc, on donne la possibilité, parce qu'on est sensibilisé à ces questions-là, de peut-être sortir un petit peu d'un contexte pédagogique un peu contraignant, qui serait un peu traditionnel, pour pouvoir justement inventer, en s'appuyant non pas sur seulement les programmes, bien évidemment ils sont respectés, mais en faisant des détours qui permettent de comprendre justement la finalité des programmes. Et souvent des enseignants qui n'osent pas parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils vont faire n'est pas dans les clous. Donc il est très important que les cadres que nous sommes rappellent finalement que les programmes sont là pour atteindre un certain nombre de finalités. Ça peut être l'apprentissage des fondamentaux, mais ça peut être des finalités d'ordre civique ou d'épanouissement de soi. Cette dimension plurilangagière, interdisciplinaire, elle doit être vécue au quotidien et non pas à l'occasion d'une formation de temps en temps ou d'un projet anecdotique. Donc on peut mettre en danger finalement sur le plan des apprentissages des jeunes gens qui pourraient dans un autre contexte s'épanouir. L'entrée par l'allophonie est une entrée, c'est une porte ouverte au fait de poser cette question pour tous les élèves qui, sans avoir de troubles spécifiques du langage, sans être forcément originaire d'un pays dans lequel on parle une autre langue que le français, se trouvent en situation d'échec parce que la dimension langagière n'est pas suffisamment construite.
pourquoi ne pas exploiter cette force absolue qui est finalement la motivation qu'évoquait Eric. Je vais chercher par moi-même, j'ai trouvé le sens d'un apprentissage et donc je passe d'une motivation, on va dire extérieure, à une motivation intrinsèque et qui donne du sens à ce que je fais, pourquoi je le fais et qui me permet de réfléchir au comment. C'est tout à fait possible pour différentes raisons. La première étant que le grec ancien et le latin, donc que j'ai enseigné et que je n'enseigne plus, sont des langues figées entre guillemets et qui peuvent être considérées comme des langues de laboratoire, sur lesquelles on peut faire un certain nombre d'expériences en termes langagiers et linguistiques, même si la dimension orale n'est pas forcément celle qui est le plus exploitée, comme vous vous en doutez, à l'exception quand même de la région paloise dans laquelle donc, à l'université, le latin est toujours enseigné en latin. Oui, c'est un vieux projet qui doit avoir une quarantaine d'années et qui fait florès. Donc on a des projets d'ailleurs d'oralisation du latin qui plaisent énormément aux élèves. Parler en latin, c'est toujours beaucoup plus drôle et beaucoup plus enrichissant et motivant que ne pas le parler. Donc, comparer des langues vivantes avec des langues anciennes est toujours aussi une façon de repenser sa propre langue. En fait, exclure, mais véritablement dans le cadre de l'inclusion, ces élèves sont véritablement acceptés dans l'établissement et culturellement, ça apporte en fait des échanges qui sont très très positifs entre les élèves. Donc on ressent aussi, moi j'aime me promener en fait, dans la cour, échanger avec les élèves. Je m'aperçois qu'au fil des échanges entre élèves, on constate qu'ils s'enrichissent mutuellement des différentes cultures. Venir chercher à chaque fois de tirer au sort la langue dans laquelle ils allaient arbitrer. Je me suis dit, moi aussi je veux le faire et je me suis énormément amusée à le faire. J'adore. C'est comme une équipe sportive. Je suis en réussite. Ma langue, à mes origines. Parce qu'en russe, il y a la fin. Pas l'ouvrir tout seul, il faut que quelqu'un t'aide pour les ouvrir.